Bonjour Kofi Miamiagne. Vous sortez actuellement aux éditions Dialogue donc un nouveau livre, Afrique, introuvable démocratie. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet? Écoutez, je suis moi parti un peu à l'école par hasard. Je me sens en dette vis-à-vis de mon pays et de ce continent qui m'ont vu naître, tout comme je me suis senti en dette vis-à-vis de la Bretagne qui a fait mon nom, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je pense avoir donné ma part de dette, d'avoir remboursé une part de dette à la Bretagne et à la France. Aujourd'hui, il faut absolument que j'aille donner ce que je peux pour que mon pays sorte de l'ornière dans lequel il s'est mis, c'est-à-dire dans une dictature sanguinaire vieille de 50 ans. Probablement, c'est mon côté très chrétien. J'ai été élevé comme ça. Et je me sens vraiment en dette. Si je vous dis que mon prénom chrétien, c'est Martin, parce que l'histoire de Saint-Martin de Tours m'avait profondément marqué, et que je m'étais dit, le jour où je serai capable de m'acheter un manteau, eh bien, je le couperai en deux pour couvrir les pauvres ou le reste de l'humanité. J'y suis toujours. Donc je me sens vraiment en dette vis-à-vis de mon pays, surtout que je vois que je peux rembourser cette dette-là. Je suis en capacité de rembourser cette dette puisque la France m'a donné une formation de technicien de haut niveau que je peux utiliser chez moi et m'a donné aussi l'expérience de la gestion d'une administration, de la gestion politique d'une commune, d'un département, d'une région, et même m'a donné l'opportunité de regarder la démocratie française jusqu'au sommet. Je pense que toute cette expérience peut me servir pour aider mon pays à sortir de l'ornière dans laquelle il s'est mis. Alors, tout semble donc politiquement verrouillé au Togo. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que ce pays retrouve le développement et la démocratie? Oui, bien entendu, on ne peut pas du jour au lendemain espérer redresser tant de situations aussi bancales. Ça va être un peu long, mais il faut simplement afficher des priorités. Et pour moi, la priorité des priorités, c'est l'école. L'école, il faut que les enfants, les jeunes Togolais aillent à l'école pour ne plus ignorer ce qu'il n'est pas permis d'ignorer, comme disait Jules Ferry lorsqu'il a créé l'école publique en France. Et puis, il y a la santé. Il faut que les gens puissent se soigner quand ils sont malades. L'école, la santé, il faut que les gens mangent à leur faim. Ça, c'est des choses qu'on peut rapidement mettre en place. L'agriculture, aujourd'hui, le Togo a beaucoup parmi les pays dont le sol est le plus fertile et complètement vierge. Or, il y a seulement 25% des terres arables qui sont mises en valeur. On peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin pour permettre aux gens de manger à leur faim. Les pistes sont à faire, les routes sont à faire, les adductions d'eau sont à faire, le transport d'électricité est à faire, le chemin de fer est à faire, les écoles sont à construire, les hôpitaux aussi. Ce n'est pas le travail qui manque, c'est incompréhensible que tant de jeunes soient au chômage. Ça, c'est une autre des priorités. Alors ça suppose une refonte totale de l'appareil politique, de l'appareil administratif, donc qui apparemment, depuis 50 ans, a quasiment disparu, quoi. Il n'y a plus, vous avez raison, il n'y a plus rien. L'administration coloniale qui avait été mise en place 10 ans après les indépendances a fonctionné, j'allais dire, par inertie de ce qui existait jusque-là, ce qui existait jusque dans les années 60. Puis dans les années 70, tout est parti à volo. Tout est tombé. Il n'y a pas eu de formation de cadres suffisamment honnêtes pour prendre la suite. Tant et si bien que ça me fait dire que la France a quitté le Togo sur la pointe des pieds, en laissant... D'ailleurs, le Togo n'est pas le seul. Tous ces pays francophones ont vécu la même chose. La France est partie comme un voleur, alors qu'elle aurait pu prendre un peu le temps pour former les cadres, pour leur apprendre comment on gère un pays,
tout ça a manqué. La France joue de plus en plus un rôle, non pas de développeur, mais de gendarme de l'Afrique. Et donc on peut s'interroger quand même un peu sur le rôle actuel de la France en Afrique. Oui, la France joue aujourd'hui un rôle de gendarme. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il y a 2 ans, ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et puis là, on en parle tout de suite, là, ce qui se passe en Centrafrique. L'Afrique n'a pas été, les dirigeants africains n'ont pas seulement été incapables de développer leur pays, de leur montrer le chemin de la démocratie, de la liberté. Ils ont été également incapables de définir pour le continent la méthode pour la sécurité du continent et pour sa défense. Et aujourd'hui, la conséquence la plus flagrante, c'est celle-là, c'est de dire, eh ben, on ne sait pas faire, on n'a qu'à appeler la France. C'est quand même trop facile. On ne peut pas imaginer que tout un continent de 1 milliard d'habitants ne puisse pas attendre de ses dirigeants qu'ils définissent ce que doit être la sécurité pour le continent, la sécurité pour les habitants, et qu'il faille en appeler tout le temps à la puissance coloniale qui est partie. Donc la France est obligée aujourd'hui, forcée en fait, de jouer ce rôle-là. Mais ça, c'est la faute des dirigeants africains. Il faut cesser de toujours ramener sur le fait qu'on a été des esclaves, on a été décolonisés, etc. Bon, ça va, hein. Maintenant, il y a 50 ans qu'on a pris notre destin en main, c'est à nous de prendre le chemin du développement. Un certain nombre de chefs d'État africains, notamment ceux qui président donc des États pétroliers, sont mis en cause actuellement par des ONG au nom des biens mal acquis. Ces biens mal acquis font l'objet actuellement d'une polémique en France, puisque des ONG accusent ces dirigeants de dilapider leur pays au profit donc d'achats personnels, de résidences, d'hôtels, etc. En France. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. C'est une affaire qui est réelle, ce n'est pas une histoire inventée. Beaucoup de dirigeants de pays pétroliers sont accusés de détourner l'argent de leur pays à leur bénéfice personnel, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur clan, pour leur ethnie. Parce que ça fonctionne comme ça. Et donc, c'est des choses que des ONG ont dénoncées, et je trouve qu'elles ont bien fait de le dénoncer, mais c'est des choses que les Africains eux-mêmes devraient dénoncer. Ce n'est pas normal que, je vous prends juste l'exemple d'un Mobutu, mort comme un chien au Maroc, qui ne peut même pas être enterré dans son propre pays, la République démocratique du Congo aujourd'hui, autrefois Congo belge et encore après le Zaïre, qui est sergent dans l'armée belge en 1961, qui prend le pouvoir en 1962 en renversant Kasavubu, puis 7 ans après devient la 5e puissance financière du monde, qui a sur son compte l'équivalent de la dette de son pays. Et il y a des Mao Togo, il est mort en 2005. Il était lui aussi sergent dans l'armée française cette fois-là, venant d'Algérie, où il avait combattu d'autres qui demandaient leur indépendance. Et donc, cet homme, il est mort. Aujourd'hui, il y a des masses sur son compte personnel à l'équivalent de 5 budgets du Togo. 5 budgets annuels. Alors, franchement, c'est des choses que les Africains eux-mêmes devraient dénoncer. C'est vos propres peuples qui doivent vous juger. Encore faut-il que vous reconnaissiez avoir effectivement détourné beaucoup d'argent. Voilà. Alors, dernière question, on dit que l'avenir de l'Afrique est entre les mains de la Chine, qui investit beaucoup sur le continent, qui a dépensé des sommes colossales, qui
acquiert des terres pour nourrir sa population, mais qui en même temps est bien accueilli par les chefs d'État parce qu'il fonctionne sans poser de questions sur le côté démocratique ou pas du gouvernement. Et puis ils arrivent avec des infrastructures, des autoroutes, des aéroports. Est-ce que la Chine peut être considérée comme l'avenir de l'Afrique? La Chine est de plus en plus présente en Afrique. Je vais vous raconter une histoire. Une fois, je rends visite à un président africain. Quand j'arrive chez lui, il me dit, Kofi, tu sais, tu es arrivé par l'aéroport, oui. Tu as vu mon aéroport? Oui, j'ai vu. Je fais des grands travaux là. Je veux le développer, je vais le moderniser, je vais créer des pistes nouvelles, des autoroutes autour, etc. Moi, j'ai besoin d'argent pour faire ça. J'ai besoin de 200 millions d'euros. Donc, je convoque ton ambassadeur, me dit-il. L'ambassadeur de France, bien sûr. Et je lui dis, j'ai besoin de 200 millions. Il me dit, Monsieur le Président, je vérifie auprès de Paris. 15 jours après, il revient, il me dit, moi, je peux vous donner 15 millions. Il dit, moi, j'ai besoin de 200 millions. Il dit qu'il peut me donner 15 millions. Je dis, OK. J'appelle l'ambassadeur de Chine. Il arrive chez moi, je lui raconte la même chose. Il met la main dans la poche, il sort son chéquier, il me fait un chèque de 300 millions. Il dit, voilà, vous avez besoin de 200 millions pour votre aéroport, lève-la. Et le reste, c'est pour vous occuper de votre parti politique. Ça, c'est la Chine. Et vous comprenez, nous, on comprend ce langage-là. On ne comprend pas pourquoi la France ne nous aide pas plus que ça. Alors quand je dis, Monsieur le Président, vous croyez que les Chinois, quand ils vous donnent ça, c'est vraiment contre rien du tout? Mais il ne m'a rien demandé. Non, mais ça va venir. Il va vous demander. On comprend bien. Aujourd'hui, les Chinois sont en Afrique. Ils achètent les terres aux chefs d'État. Ils achètent des concessions en mer pour chercher le pétrole. Ils cultivent le riz, ils cultivent la canne à sucre. Il n'y a pas un grain de riz qui reste en Afrique. Ils ramènent tout pour nourrir leur population en Chine. Ils exploitent les minerais. Le diamant ici, la bauxite là-bas, le fer ailleurs. Mais c'est évident que c'est une économie de prédation, c'est une économie coloniale, d'exportation, d'extraction. On ne peut pas dire que la Chine est l'avenir de l'Afrique. Ce n'est pas vrai. L'avenir de l'Afrique est dans l'Afrique. C'est les femmes africaines. Aujourd'hui, demain, c'est les femmes africaines qui vont sauver l'Afrique. Aujourd'hui, elles détiennent les pouvoirs économiques. Demain, il faudra qu'elles prennent le pouvoir politique. Parce que c'est elles qui vont nous apporter des choses nouvelles. Lorsque vous arrivez dans un village africain, vous faites une photo instantanée, vous voyez les hommes sont sous les manguiers et sous les baobabs à bavarder, et les femmes, elles ne sont pas là. Elles sont au champ. Elles sarclent, elles sèment, elles récoltent, elles vendent, elles viennent nourrir la famille, elles s'occupent des gamins, elles font tout. Vous savez, les femmes chez moi, au Togo, qu'on appelle les Nana Benz, c'est-à-dire des femmes qui ont un pouvoir commercial hyper puissant. Et on les appelle Nana Benz parce qu'elles roulent en Mercedes-Benz. Parce qu'elles ont beaucoup d'argent. Elles ont le pouvoir économique. Et avec ce pouvoir économique, elles peuvent prendre le pouvoir politique. Elles n'y ont pas encore pensé réellement, mais ça va venir. Et ce n'est que là qu'on va être sauvés. Les femmes et les jeunes.